à tous et bienvenue à vous sur Médien TV dans On se dit tout. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et voici notre sommaire. Aujourd'hui, nous allons renforcer le couple parental après un divorce pour l'intérêt des enfants. Ensuite, c'est la période des bilans, des bulletins scolaires. Alors, quelle interprétation en faire pour bien continuer l'année? Depuis la rentrée, notre équipe teste pour vous différentes activités. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous faire vivre un acte citoyen, celui de donner son sang. Alors, comment se passe un don de sang? Les détails ce matin avec Atman. Et puis pour finir, nous nous intéresserons au sommeil des ados, un besoin physiologique perturbé et fragilisé. Eh bien, on vous dit tout ce matin. Je remercie d'abord, bien sûr, l'équipe qui est avec moi, les spécialistes. Je les retrouve pour vous et on démarre. À tout de suite. Merci beaucoup pour votre confiance. C'est un plaisir de vous retrouver, de faire cette émission pour vous et avec cette belle équipe. Je suis avec le docteur Atman Lorabi. Bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Et avec vous, cette histoire de sommeil d'ado. Pourquoi c'est perturbé et quel est l'intérêt en fait de reprendre les choses en main et comment surtout est-ce qu'on peut aider ces ados à avoir une meilleure qualité de sommeil. Ensuite, nous parlerons, je présente un petit peu de façon aléatoire, mais les sujets seront organisés différemment. Professeur Nadia Kaderi, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes un grand nom de la psychiatrie au Maroc. Vous avez publié récemment ce livre, Le couple, comment le construire, comment le préserver. Et avec vous aujourd'hui, eh bien, malheureusement, lorsqu'on l'a construit, lorsque finalement il s'est effrité, quand il y a des enfants, il reste le couple parental. Et ça, c'est important de le garder, ce couple parental, même après un divorce. On va en parler avec vous dans un petit moment. Et à côté de vous, monsieur Zakaria Rachdi, directeur pédagogique. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. C'est partagé. Et avec vous, on va essayer de comprendre, de mieux lire les bulletins scolaires, les bilans de nos enfants. C'est la période où on les reçoit et on ne sait pas trop quand ça se passe bien, est-ce qu'il faut les lâcher dans la nature, se dire ils se débrouillent très bien. Quand ça se passe moins bien, est-ce qu'on se dit c'est fichu pour le reste de l'année? Vous allez nous dire justement quelle lecture avoir des bilans et des bulletins de nos enfants. Merci à toutes et à tous d'être là. On testera aussi avec Atman donner son sang, comment ça se passe. C'est très important. On sait que les centres de transfusion passent très très souvent des messages. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des ruptures en sachets de sang. Et aujourd'hui, dans cette rubrique qu'on a testée pour vous, eh bien, on a choisi cet acte citoyen qu'on partagera avec vous ce matin. Merci à tous d'être là. On commence par vous, professeur Nadia Kaderi. Alors, lorsqu'on parle de couple, on parle bien sûr de couple amoureux, mais on parle aussi de couple parental. Et lorsqu'on pense divorce, souvent, on pense à l'éclatement de ces deux couples, le couple amoureux et le couple parental. Sauf que lorsqu'il y a des enfants, indépendamment de tout ce qui a pu se passer, le couple parental doit résister, doit être là, doit être soudé pour le bien-être de ses enfants. On va en parler avec vous et surtout montrer à ces adultes comment pouvoir rester ensemble lorsqu'il y a eu un divorce, pas ensemble physiquement, mais peut-être ensemble intelligemment, d'une autre manière. D'abord, nos équipes ont été à la rencontre de plusieurs personnes de façon assez aléatoire dans la rue, leur poser la question sur ce couple parental. On regarde et on revient tout de suite. Pour les parents divorcés, sont difficiles pour gérer la situation avec ses enfants. Dans une famille divorcée, c'est de la responsabilité des parents de se manager, de voir comment faire en sorte que l'éducation de l'enfant ne soit pas ratée et de garder de côté leur protagonisme et s'entendre pour que le petit trouve une bonne éducation et qui sera bénéfique pour les deux parents. Qui dit divorce dit qu'il y a eu un conflit entre eux. Et il serait bien qu'ils pensent aux enfants avant de penser à eux-mêmes. Alors, penser aux enfants, c'est très important. Beaucoup de spécialistes le disent. Le problème n'est pas le divorce, mais le problème, c'est comment se passe le divorce et quelle relation ensuite va avoir cet enfant avec ses parents. Maintenant, comment vous pouvez encourager les parents qui nous regardent aujourd'hui à garder ce couple parental pour le bien-être des enfants? Merci de l'invitation. Avec plaisir, professeur, merci. Comment encourager les parents à vivre ce couple parental?
je ne peux pas les encourager parce que chacun a sa propre vie, chacun a sa dynamique, chacun a son histoire. Mais tout ce qu'on peut dire, nous spécialistes, c'est qu'il y a des normes, il y a plein de travaux, il y a plein d'études qui ont montré des spécificités. Et chacun va les mettre dans sa vie pour pouvoir avancer pour le bien-être de ses enfants. Juste une petite précision. Lorsqu'on parle de couple parental, ça ne veut pas dire qu'on reste pour les enfants. Ce n'est pas du tout ça qu'on dit. Voilà. C'est que même si on refait sa vie, on reste les parents ensemble de cet enfant. Je pense que c'est très important quand vous parlez à quelqu'un qui est en train de divorcer, la première question qui se pose, est-ce que vous avez des enfants? Parce que avoir des enfants ou ne pas les avoir, change la donne. Avoir des enfants, c'est qu'on se met dans le rôle du parent, qui a un rôle parental, qui est défini sur plusieurs plans, qui définit d'abord sur un plan légal, l'obligation de prendre soin de cet enfant sur un plan matériel, sur un plan financier, sur un plan organisation, sécurité. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important. Un couple qui se divorce est un couple qui n'a pas pu trouver lien, où ce lien est cassé. Et donc, les enfants, on sait que les enfants en souffrent. On sait que les enfants issus de divorce sont à risque de faire beaucoup de problèmes comparés à des enfants qui ne sont pas issus de divorce. Ce n'est pas automatique, mais toutes les études montrent qu'il y a pratiquement un risque 2 fois plus par rapport à des enfants qui n'ont pas eu ce parcours de vie où il y a eu cassure de leurs parents. Est-ce que les parents qui sont justement dans cette situation de divorce ne risquent pas de culpabiliser en vous écoutant, vous entendant? Parce que les parents se disent, bon, bah, finalement, si on divorce ou on a divorcé, c'est pour ça que notre enfant a ce genre de problème. Merci pour cette question, parce que ce qui casse, ce n'est pas le divorce, ce sont d'autres facteurs qui sont liés au divorce. Premièrement, ce que vous avez dit, est-ce que le couple assume le rôle parental? Deuxième des choses, est-ce que ce parent qui est dans un gros stress, on sait que le divorce est pratiquement le deuxième stress dans la vie d'un être humain après la mort du conjoint. Donc lui déjà, il n'est pas disponible. Donc comment il peut garder la bonne relation, la stabilité de la relation par rapport à l'enfant? Et puis ce qui est très important, c'est l'impact du conflit, son intensité, sa durée par rapport aux enfants. Parce qu'on sait que tout enfant qui vit la séparation, le divorce de ses parents, a une question en tête. Quel est mon devenir? Donc si les parents, au contraire, c'est important, je pense que votre émission est essentielle parce que quand on ne peut pas être ensemble, on peut pas le ralbullah. Mais comment on peut tendre? Je sais que c'est difficile, c'est vrai, on va vous dire c'est de la théorie, mais comment on peut tendre? Quelles sont les choses à suivre pour pouvoir réussir ses enfants malgré le divorce? Donc 3 choses essentielles. Garder son rôle de parent, qui est essentiel, malgré le gros stress que la personne vit. Deuxièmement, quelle est la qualité de la relation du parent, chacun à part, par rapport à son enfant? Est-ce qu'il lui donne du temps? Est-ce qu'il ne le met pas au fond du conflit et il devient son émissaire, il devient son garde secret? L'enfant n'est pas devenu en fait le parent des parents et ainsi de suite. Donc si on réussit à préserver ces 3 facteurs, je pense que potentiellement l'enfant peut avoir une bonne qualité de vie malgré ce qui se passe dans sa vie. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en avant en tant qu'adulte pour pouvoir y arriver? Pourquoi souvent on n'y arrive pas? Est-ce que c'est une question d'ego? Est-ce que c'est une question de haine? On commence à tellement se détester qu'on se tape dessus. C'est quoi? Qu'est-ce qui prend le dessus par rapport au bien-être des enfants, de nos enfants, de notre progéniture? Madame, votre question est importante parce que qu'est-ce qui prend le dessus? C'est un couple qui, sûrement, quand il arrive à la phase de séparation, divorce, c'est que plein de choses se sont passées dans leur vie. Il y a plein de griefs, plein de choses que l'un et l'autre reprochent à l'autre, plein d'humiliations. Et donc, tout ça, on peut le résumer en un seul mot, c'est l'émotionnel. Émotionnellement, ils sont submergés. Donc, ce parent qui est submergé par toutes les émotions qu'on a citées, comment il arriverait à prendre du recul et se dire, cette personne qui est en face de moi, qui était dans un statut, et là on change de statut, comment je peux l'avoir dénuée de mon émotion pour le bien de mon enfant? Comment alors?
Écoutez, il y a plein d'astuces. Premièrement, s'interdire, quand on est émotionnellement trop impliqué, il faut avoir du retrait. Quand on n'arrive pas à se voir l'un et l'autre, beaucoup de couples ils se disent on ne peut pas se voir. Parce que dès qu'on se voit, même si, avec les 1000 résolutions, ça éclate. Donc ils arrivent à mettre de la distance entre eux. Il y a des parents qui arrivent à communiquer très bien entre eux, mais par SMS. Ils vous disent non, je ne peux pas le voir pour l'instant. Autre chose qui est importante, c'est qu'il faut se ménager en fait. Ce que vous dites est important, c'est un autre facteur. Un parent qui divorce est un facteur un parent qui a une mauvaise santé mentale et psychologique, il doit mal dormir, sa vie change et ainsi de suite. Donc, il doit aussi se ménager pour pouvoir ménager ses enfants. Maintenant, il y a un autre facteur qui est important, c'est que divorce, séparation veut dire pour l'enfant, c'est que changement de lieu de vie potentiel, disparition d'un parent qui était là d'une manière quotidienne, changement peut-être des amis, perte de quelque chose. Donc il y a énormément de pertes qui doivent être gérées, c'est des deuils qui doivent être gérés. Si, en plus, si le parent décide de s'engager tout de suite dans une relation, c'est quelque chose qui est très souvent difficilement vécu. Et donc ce qui est conseillé dans la mesure du possible, je sais que personne n'est détenteur de choses sacrées, c'est qu'il faut peut-être ménager et postponer une autre relation pour l'instant. Alors, c'est vrai que l'axe qu'on aborde aujourd'hui avec vous, c'est celui des adultes, pour le bien-être des enfants, mais celui des adultes. Et c'est vrai que vous soulevez également des points qui concernent les enfants. On aurait voulu continuer à en parler, mais on a d'autres thématiques et on consacrera une autre fois ce point-là consacré, axé sur les enfants. Professeur Nadir Kaderi, alors j'aurais bien voulu faire intervenir Monsieur Zakaria Rachdi, rapidement, si vous permettez, par rapport à la scolarité de ces enfants. Est-ce que vous constatez que ça se passe mieux pour les enfants lorsque les parents continuent à être présents, continuent à essayer de jouer le rôle de parents, de couple parental plus ou moins solide? Vous êtes directeur pédagogique, donc... Alors c'est important, et je rejoins Madame dans son analyse. Effectivement, les deux parents, il faut bien comprendre ça, et je crois que les institutions scolaires doivent aussi l'intégrer, les deux parents ont l'autorité parentale, et quand bien même il y a divorce, pour moi, il faut rendre compte aussi bien au papa qu'à la maman. Et souvent, la dimension émotionnelle fait qu'on va se retrouver dans une situation où il y a conflit et on va tirer vers l'un ou tirer vers l'autre. Mais ce qui va garantir, à mon sens, les possibilités que ça se passe bien, c'est effectivement que chacun joue son rôle, chacun joue sa part et réussisse à aller de l'avant pour l'intérêt des enfants. Pour l'intérêt des enfants, exactement. Alors, on a des questions de parents. On a une dame qui nous dit « Pensez-vous que la garde partagée soit une bonne solution pour l'épanouissement des enfants après un divorce, professeur ?» Je pense que ce qui est important pour un enfant, on ne peut pas répondre à ces questions A plus B égale C, mais il y a beaucoup de facteurs à pondérer. Ce qui est important, c'est qu'il faut penser que d'abord, l'enfant doit avoir un rythme. Il avait des rythmes qui ont été cassés. Et un enfant doit avoir un rythme pour son meilleur épanouissement. Et donc, à eux de s'organiser pour que l'enfant ait un rythme qui peut suivre. Parce que être rythmé, c'est important. Premièrement, le rythme. Deuxièmement, que les limites soient gardées entre l'un et l'autre. C'est que l'enfant ne doit pas être dans une situation de conflit, de loyauté par rapport à l'un et à l'autre. Et donc, si les parents arrivent à faire ça, je pense que ce serait essentiel, que ce soit garde alternée ou que les week-ends. Mais l'essentiel, c'est que les enfants sentent que les parents ne se comprennent plus, ne s'aiment plus, ne peuvent plus être ensemble, mais ils sont toujours avec eux. Ce qui est important, c'est que l'enfant ressente qu'il n'est pas abandonné. C'est ça. L'abandon, les parents sont là pour lui. Combien d'adultes que je vais en consultation me dire « Mon père nous a quittés ». En fait, leur père ne les a pas quittés, il a quitté leur maman. Et ça, on sait que des adultes qui ont subi de ce genre de perte sont des adultes qui sont à risque de dépression, c'est de la perte, et sont à risque aussi de perpétuer le même trauma, c'est-à-dire d'autres divorces et ainsi de suite. Par rapport aux résultats scolaires, je pense que je reviens pour corroborer ce que disait monsieur, c'est qu'on sait que d'une manière transitoire, les enfants en général
quand ils sont d'une phase de divorce, sont déstabilisés. Donc les résultats scolaires peuvent baisser, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais ce n'est que partie remise. C'est que si les parents arrivent à voir l'alerte et réaménager le tout, l'enfant peut reprendre son élan d'une manière très saine. Alors justement, on a une autre question et peut-être qu'on va aussi vers une proposition de solution. On a un monsieur qui nous dit, est-ce qu'une thérapie de famille après un divorce peut aider à préserver le couple parental? Dans quel but? Préserver le couple parental. Préserver le... Aider le couple conjugal à jouer son rôle de couple parental. Il n'y a plus de couple conjugal, il y a un couple parental. Aider l'ancien couple conjugal. La thérapie, vous avez parlé de thérapie familiale. Voilà, c'est ce qu'il dit en fait. Ça, c'est un monsieur... Voilà, c'est Delis qui nous dit, est-ce qu'une thérapie de famille après un divorce peut aider à préserver le couple parental? Oui, bien Pourquoi sûr. pas? Parce que ça permettrait d'abord à l'expression de l'émotion des enfants. Vous savez, parce que quand on est dans le brouhaha du divorce, les enfants sont là. Que va-t-il advenir de moi? Ils n'expriment pas, les parents n'arrivent pas à savoir ce qui se passe dans la tête des enfants. Et il y a tellement de violence, il y a tellement de choses qui se passent. Une thérapie de ce genre pourrait mettre de l'ordre dans les rôles assignés à chacun. Absolument. Donc c'est toujours indiqué. Merci beaucoup, professeur. On reviendra, j'espère, une autre fois sur ce livre, Le couple, comment le construire, comment le préserver. Professeur Nadia Kaderi, professeur de psychiatrie. Alors, on parlait d'enfants, mais on va continuer à parler d'enfants. Et cette fois-ci, on va parler des choses qui fâchent un peu plus, à savoir les bulletins. À tout de suite. Merci beaucoup d'être avec nous, Monsieur Rachdi Zakaria. Vous êtes directeur pédagogique. Avec vous, cette histoire de bulletins, justement, c'est la période. Les parents reçoivent les bulletins et ne savent pas forcément comment les lire, le bon code pour bien décrypter les bilans et bulletins des enfants. On va en parler avec vous. Juste avant, en fait, on a recueilli la perception d'un parent sur, justement, les bulletins et les bilans. On regarde. Un bilan mi-parcours, c'est précisément un dispositif qui permet de mesurer l'état d'avancement des apprentissages de l'enfant, de l'élève, au niveau des différentes disciplines scolaires, mais également d'avoir une mesure relativement précise de ses niveaux en termes de compétences transversales. Un parent d'élève est toujours un peu anxieux quand il reçoit le bulletin scolaire de son enfant. Néanmoins, c'est important de signaler que quand cette remise de bulletin est accompagnée de commentaires à travers une rencontre, un échange avec l'équipe pédagogique, qui permet effectivement de nous rassurer pleinement en tant que parents d'élèves. L'école seule ne peut pas faire tout le travail. Il est important pour les parents d'élèves de s'impliquer très en amont de ce processus d'évaluation mi-parcours, pour jouer également son rôle de partenaire pédagogique et aider son enfant à réussir. Alors, je vais être honnête avec vous, Monsieur Rachdi, vous êtes directeur pédagogique, donc on va dire les bulletins sortent de chez vous en général, Oui. Mais c'est pas toujours, on va dire c'est quelque chose qui fait peur, que ce soit aux parents ou aux enfants. Tout le monde appréhende les bulletins, c'est-à-dire qu'on n'est pas très à l'aise avec ça. Alors c'est logique. Tout d'abord, je pense qu'il faut comprendre que le bulletin, la rencontre à l'école, finalement, il n'y a pas que l'élève et l'enseignant. Il y a aussi le parent derrière qui, quelque part, projette sa représentation du système scolaire, peut-être même son passé scolaire à travers celui de son enfant. Et donc le moment du bulletin et de la réception du bulletin, c'est aussi, quelque part, sa petite progéniture qui ramène le résultat de soi, que ce soit le papa ou la maman. Et je pense que c'est une situation qui est très anxiogène de ce point de vue-là. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est à quoi ça sert. Voilà. Est-ce que c'est parlant, ces bulletins? Ça nous dit quoi? C'est supposé nous dire quoi? Alors, toute une problématique d'indicateurs. Il faut comprendre qu'un bilan, il a 3 dimensions. Le premier, il est informatif. Les parents ont besoin d'être informés, ce qui est tout à fait légitime. Le deuxième, c'est pour l'enseignant, c'est formatif. Il faut comprendre que c'est un outil pour suivre l'évolution des apprentissages, mais ça, c'est du côté de l'enseignant. Mais on a aussi l'élève. L'élève, lui, il a besoin de comprendre, donc pour lui, c'est formateur. Où est-ce qu'il réussit ou où est-ce qu'il ne réussit pas? Maintenant, la fréquence va impacter le stress qui est projeté dans cette situation. Pourquoi? Parce que tout simplement, plus on tarde
à évaluer, plus il est difficile d'ajuster les apprentissages, que ce soit du côté de l'élève ou que ce soit du côté des enseignants. Alors, ce n'est pas aussi simple que ce que vous nous dites. Ce n'est pas que informatif, formatif et formateur, parce que sur un bulletin, il y a des notes, et il y a aussi des remarques. Et il y a parfois l'impression que certains enseignants se déchaînent sur le bulletin, se déchaînent sur la description. Et donc, en tant que parent, mais peut-être aussi en tant qu'ancien élève, je ne sais pas si c'est l'ancien élève qui parle, Peut-être. peut-être, on ne sait jamais, mais voilà, on se dit, est-ce que c'était nécessaire de mettre ça? Est-ce que c'était nécessaire de rajouter telle ou telle remarque? Alors moi, je suis 100% pour les remarques. Élève dissipé, élève bavard, Voilà, mais je vais préciser. élève tête en l'air. Toutes C'est ces choses-là sont un petit peu stigmatisantes, non? Elles sont même cassantes. Cassantes, tout Ouais, à je pense fait. qu'effectivement, ça peut même être cassant. Maintenant, il faut comprendre C'est que... toujours d'actualité, c'est... Ah, ça arrive. Ça Ça arrive arrive. pas là où je travaille avec les collègues que j'ai, parce que effectivement, c'est toujours, pour moi, un geste professionnel. Et vraiment, il faut comprendre que l'enseignant, c'est un professionnel aussi de l'enseignement, et il doit avoir ce regard bienveillant sur l'élève et le travail de l'élève. Maintenant, on a tous connu, et là on peut sortir notre passé, des remarques cassantes, mais avant de parler des remarques, je veux faire un point sur les notes. OK. Le côté chiffré, le côté quantitatif, moi j'ai envie de dire c'est quand même un héritage. Pas le meilleur des héritages des systèmes qu'on a connus, parce que quand on regarde un petit peu la littérature et la recherche en pédagogie, ben, en fait les notes ne servent qu'à quantifier pour orienter ou classer. D'ailleurs, on a souvent des parents qui disent « Oui, est-ce que mon enfant il est plutôt dans les premiers, deuxième, troisième ou tout dernier ?» Ça ne nous intéresse pas. Ce qui doit intéresser un parent, c'est vraiment d'être motivé par le bien-être de son enfant, l'évolution de son enfant. Et là, du côté de l'enseignant, ben, c'est l'élève. Et quand on va expliciter, vraiment clarifier que, ben, effectivement, l'évaluation, c'est juste un reflet provisoire dans une scolarité, et que le temps des apprentissages, ce n'est jamais l'année scolaire. Hein, il y a très peu de parents, par exemple, qui sont sensibles et informés que ben, les programmes, ils sont cycliques, et sur une base de 3 années. Donc, en fait, on a 3 ans pour apprendre. Mais est-ce que les programmes. enseignants sont eux aussi suffisamment informés et ont suffisamment de recul par rapport à ce point-là, où finalement, eux aussi, c'est ce que l'élève a eu pour telle ou telle évaluation et qu'est-ce qu'il vaut à la fin de l'année? Parce qu'il vaut quelque chose ou pas? Alors oui, vous avez raison. Je crois que l'enseignant il est placé tout de suite dans une situation de consensus. Il a la pression du parent qui veut de temps en temps, quotidiennement lui dire « Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui? Est-ce qu'il a mieux réussi son exercice de maths? Parce que moi, j'étais bon en maths, donc je transmets un petit peu ce stress-là. » Maintenant, il y a aussi quand même une retenue qui doit s'opérer pour dire « On a le temps pour apprendre. On sait comment on va faire et vous devez, vous, l'accompagner. » L'histoire du suivi, et quand Madame parlait... Quand vous dites vous, c'est vous l'enseignant ou vous les parents? Alors, vous les parents. D'accord. Et j'ai parlé d'accompagnement. Oui. Attention, je n'ai pas dit faire à la place. Hein. OK. Oui, parce que je ne suis aussi pas un grand fervent des devoirs. Et pour moi, effectivement, faire les devoirs à la place de l'enfant ne renseigne en rien l'enseignant sur sa capacité. Sur sa capacité, absolument. Et sa capacité d'autonomie. Tout à fait, la capacité d'autonomie et qu'est-ce qu'il a pu intégrer comme information. Voilà, et comprendre. Pour finir, une dernière question, avant de passer aux questions des téléspectateurs et puis aux questions aussi des parents, parce que nos experts sont aussi des parents, et peut-être en tant que parents, ils ont envie de vous poser des questions, à vous, le directeur pédagogique. Voilà, le bulletin du premier trimestre, comment on doit le lire? Qu'est-ce qu'on doit retenir comme information? Est-ce qu'on doit en avoir peur si les notes ne sont pas fameuses, être au contraire complètement détendu si tout va bien? Alors, moi, je pense que c'est vraiment, il faut passer par la perception de l'enfant. Il faut que les parents, d'une manière générale, comprennent que ce n'est pas eux l'enjeu, c'est vraiment leur enfant. Et si l'enfant est déjà bien à l'école, il y va avec plaisir, il a envie d'apprendre, il a envie d'y être. Je dirais, il faut vraiment comprendre qu'on peut arriver même à des situations de phobie scolaire, hein, quand il y a vraiment une peur de l'école, une peur du stress, de l'examen ou de l'évaluation. Alors que moi, je pense qu'effectivement, je rejoins Madame tout à l'heure son analyse, que l'école est aussi un milieu protégé. Il est protecteur pour l'enfant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de conflits à l'extérieur de l'école et qu'à l'école, ben, on en profite pour passer du bon temps à apprendre, à comprendre la vie qui nous entoure. Donc, il y a un axe qui me paraît capital aujourd'hui et que les parents, justement, que vous êtes, que nous sommes tous, sur lesquels on doit peut-être faire
poser un peu le poids et peut-être militer pour, c'est l'approche avec des compétences. Le plus important aujourd'hui, c'est les compétences. Les compétences de qui? Les compétences de l'élève. De l'élève, ok. Donc du coup, l'instauration d'un livret de compétences, et je vous fais le lien avec les commentaires. Pourquoi ? Parce que dès qu'on va avoir comme objet de discussion avec l'enseignant la compétence, voilà, l'élève sait ou ne sait pas faire ceci, on n'ira pas dans élève dissipé, indiscipliné ou autre. On sera obligé d'expliquer et justifier la compétence. Est-ce qu'elle est acquise? Est-ce qu'elle est en construction? Qu'est-ce qu'il ne sait pas encore bien faire, mon enfant? Parce que là, du coup, je peux l'accompagner. Et c'est beaucoup plus intéressant qu'une note dans l'absolu, parce que finalement, une note résume une quantité d'échecs ou de réussites qu'on transmet à travers un nombre. Donc, il faut avoir peur de ces bulletins ou pas? Pas du tout. Tels qu'ils sont conçus aujourd'hui? Ça dépend qui les conçoit. mais moi, je suis assez pour. Aujourd'hui, il y a un système, dans le système national, il y a un logiciel informatique qui s'appelle Massar, une base de données qui oblige tous les établissements non seulement à affecter les élèves pour qu'ils aient un matricule, mais aussi à y mettre des notes. Alors là-dessus, moi, je suis assez, comment dire, réticent, réservé, parce que la note classe, la note oriente, mais en tout cas, elle ne donne pas d'informations aux parents, ni même à l'institution scolaire. Donc, moi, j'ai mis en place en tout cas une stratégie, c'est le dos du bulletin, dans lequel il y a tout un ensemble de compétences classées par domaine et sur lesquelles les parents ne regardent pas assez. Et peut-être qu'il faut attirer leur regard là-dessus, justement. C'est complémentaire des notes. Oui. Ça permet d'avoir une meilleure vision de toutes les facettes. Parce qu'un enfant, ce n'est pas que des notes, et un enfant, ce n'est pas qu'un rendement scolaire, c'est aussi un comportement d'autres... Des savoir-être. Des savoir-être, absolument. On marque une pause de publicité. On revient pour continuer la discussion en impliquant avec nous les parents ici présents. OK? Parfait. À tout de suite. Merci beaucoup de choisir Média TV. On se dit tout pour démarrer votre journée. Très, très bon réveil à toutes et à tous. Très bon dimanche matin. C'est un plaisir de vous retrouver. On parle couple, on parle enfant, on va parler sommeil, on va parler don de sang. Beaucoup de sujets du quotidien avec différents spécialistes. Je suis avec le professeur Nadia Kaderi, avec le docteur Atman Lorabi, avec monsieur Zakaria Rachdi. Et puis tout à l'heure, on ira au centre de transfusion de Casa avec Atman pour tester un don de sang. Voilà, merci beaucoup d'être là. On continue notre sujet sur les bulletins. On arrivait aux questions des téléspectateurs dans un petit moment, mais rapidement, le papa que vous êtes, docteur Lorabi, Atman, ou bien en tant que psychiatre, est-ce que vous êtes outillé? Est-ce que vous avez l'artillerie qu'il faut pour affronter les bulletins, ou vous posez des questions en tant que papa? Vous savez, quand on est dans la situation, on a beau être psychiatre, tout ce que vous voulez, on est émotionnellement impliqué. Hein, et quand on est émotionnellement trop impliqué, on n'a pas forcément la distance. Et c'est vrai que, bon, ça reste un examen de passage pour les parents. Hein, aussi, ouais. Parce que, bon, au-delà de l'aspect progéniture, projection de moi-même, c'est est-ce que j'ai bien fait mon travail, est-ce que j'ai été suffisamment présent, est-ce que. Donc autant de questions. Et je rejoins un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux remarques. En vous donnant tous les deux raison, parce que les remarques, effectivement, moi je trouve que c'est absolument nécessaire, à condition que ce ne soit pas des jugements. Hein, c'est ça ce que je voulais peut-être soulever comme question, parce que ces jugements-là, ces jugements de valeur, ont tendance à saper la confiance des enfants, à saper la confiance aussi des parents, quelquefois, et à susciter forcément en réaction des prises de position qui peuvent être agressives, aussi bien de la part des enseignants que des parents, etc. Donc voilà, ce sera mon petit commentaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous, en tant que directeur pédagogique, de demander à un enseignant d'enlever une remarque, d'enlever un mot? Oui, tout à fait, parce que je pense qu'on a tous un système de valeurs. Et quand on fait ce métier, on a besoin d'être aussi habité par des convictions qu'on est là pour permettre l'erreur. Et l'erreur, elle peut être aussi au niveau de l'enseignant qui pose une remarque et qui, du coup, doit la revoir parce qu'il n'a pas tout à fait, ou à un moment ou à un autre, il a été agacé, et donc il s'est permis quelque chose qui, à mon sens, n'est pas professionnel, parce que je parlais bien tout à l'heure de, effectivement, apprendre à poser des remarques, c'est un geste professionnel. Un petit mot, professeur Kaderi, par rapport à ça? Oui, je veux juste avancer sur l'idée de la compétence, que monsieur en a parlé. La compétence, est-ce qu'elle est acquise ou pas acquise par rapport à un enfant? En fait, c'est la partie apparente de l'iceberg.
Et ce qui est important, c'est que quand on juge la compétence, on met de côté l'aspect humain, la valeur de l'enfant. Et même si on lui dit ta compétence en telle matière n'est pas acquise, je ne le pointe pas lui du doigt. Mais je suis pratique pour lui dire comment faire pour avancer dans ce qui a été fait. C'est un peu de communication non violente. Mais c'est surtout ne pas toucher la valeur de la personne. C'est que son estime de... Même si ma compétence n'a pas été acquise, je vais me poser la question, pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait ? Mais ce n'est pas ma valeur, moi, en tant que personne. Première des choses. Maintenant, avancer sur le système de compétences est excellent, mais les parents, nous, en tant que parents, les enseignants, les directeurs pédagogiques, on est confrontés à quelque chose de très stressant, c'est que c'est la note qui est en finale définitive pour qu'un enfant passe en médecine ou fasse HEC ou fasse de hautes études. Donc, comment faire pour que cet enfant ne soit pas trop à l'aise, parce qu'il sait qu'il a des concours à passer, et en même temps ne pas être trop à l'aise, qui ne se laisse pas trop aller, en fait. Parce que ce n'est pas uniquement la compétence. On juge, c'est vraiment décisif pour lui, pour sa carrière. Et je pense que ce sont les parents qui savent, quand on a un enfant qui est en seconde et qui prend son temps, le parent est stressé parce qu'il sait que dans 2 ans... Mais je crois que quand on arrive au collège ou au lycée, enfin collège, début lycée, je pense que l'attitude est différente. Là, on parle presque du primaire, du début du collège. Non, pas forcément. Pas forcément, parce qu'il ne faut pas oublier que la notion de compétence, finalement, elle vient du milieu professionnel. Oui. Elle vient de la formation pour adultes. Et elle a été transposée au milieu de l'éducation. Il faut espérer que son enfant... en passe de passer son bac ne soit pas trop relax. Parce que sinon, on rentre dans des conflits. Alors, ouais, si je peux rebondir sur cette idée-là, c'est plutôt l'idée de l'émulation que la compétition. Parce qu'en fait, les élèves ont besoin d'avoir envie de réussir. Mais pas réussir au détriment des autres, mais pour réussir avec les autres. Parce que la première des compétences professionnelles qu'on va demander à un futur salarié, une fois qu'il sera plus, c'est de travailler avec les autres. Alors, vous savez, c'est un sujet qui nous amène vers un autre sujet, mais il va falloir qu'on passe aux sujets qui sont programmés. Rapidement, j'ai une question pour vous de la part d'un téléspectateur. C'est Younes qui nous dit « Que pourrait apporter ce bilan à un élève qui n'a que des bonnes notes ?» La compétence. C'est-à-dire qu'effectivement, même un élève qui a des bonnes notes doit regarder non plus du côté des notes, mais des compétences qui lui restent à effectivement développer, construire, parce que c'est rare, très très rare que toutes les compétences soient acquises par rapport à des âges chronologiques, parce que effectivement tout ça doit être étalonné. Merci beaucoup, Monsieur Rachdi Zakaria. Vous êtes directeur pédagogique. On continue l'émission ensemble. On va aller à l'extérieur. Alors, il y a très, très souvent des campagnes, des communications de la part des centres de transfusion nationaux, de par tout le royaume, qui demandent une mobilisation des citoyens marocains, une mobilisation pour donner le sang. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui ne s'achète pas, qui ne s'invente pas, qui ne se fabrique pas. C'est le don humain qui permet de sauver des vies. Alors, nous, on a cette rubrique qu'on a testée pour vous depuis le début de l'année. Donc, on a fait un petit peu différentes choses, du sport, des thérapies. Mais là, on s'est dit, pourquoi ne pas montrer aux gens comment se passe cet acte citoyen qui est l'acte de donner son sang. Donc, Atman est allé le tester pour nous et il nous raconte ça en images. On vous regarde, Atman. Bonjour Yasmine et bonjour à tous. Aujourd'hui, l'édition très spéciale puisque nous avons décidé de tester pour vous le don du sang dans le centre de transfusion de Casablanca. Il faut savoir que ce centre de transfusion couvre toute la région du Grand Casablanca, Stat, Kharibga ou encore Mohamedia. L'an dernier, le centre a reçu plus de 80 000 dons du sang, mais c'est un chiffre qui est extrêmement faible puisque chaque année, les demandes augmentent de 30%. Aujourd'hui, nous avons rencontré le docteur Amina El Hachimi qui va tous nous sensibiliser à ce don du sang qui va pouvoir nous permettre de sauver des vies. Bonjour docteur El Hachimi, merci de nous recevoir dans le centre de transfusion de Casablanca. Alors aujourd'hui, on a décidé de tester pour nos téléspectateurs le don du sang. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Je vous remercie aussi à mon tour que le don du sang, c'est très bénéfique pour le donneur. Ça peut prévenir certaines maladies cardiovasculaires.
Le sang est un produit qui est vital. Aucun produit ne peut substituer le sang jusqu'à aujourd'hui. Donc, si le donneur ne donne pas, on n'aura pas de sang. Docteur, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'état du sang au Maroc? Le sang manque toujours parce qu'il y a beaucoup de malades. Il y a 500 000 personnes qui ont besoin régulièrement de sang. Donc, ils sont plus ou moins servis selon la disponibilité. Donner son sang pour un donneur, c'est gratuit. Alors, qui prend en charge le paiement des consommables? Quand le donneur donne son sang, il bénéficie de certaines analyses qui sont gratuites. Alors, ces analyses sont bien sûr les maladies qui sont transmissibles par le sang. Il y a l'hépatite B, l'hépatite C, il y a le sida, il y a la syphilis. Et il bénéficie aussi d'une carte de groupage sanguin. Et c'est quand le malade a besoin de sang qu'il se fait payer. Mais le sang est gratuit. Ce qui se fait payer, ce sont l'accompagnement de cette poche de sang. Est-ce que tout le monde peut donner son sang? Les personnes qui sont en bonne santé, oui. Il y a certaines contre-indications. Les maladies chroniques contre-indiquent le don du sang, les maladies de système. Et puis, il y a d'autres contre-indications qui sont au cas par cas. Dans mon cas, est-ce que du coup, je peux donner mon sang? On a passé l'étape de l'interrogatoire parce qu'on a dit que l'interrogatoire est confidentiel. Donc, vous êtes en très bonne santé, alhamdoulilah. On peut passer directement à la salle de prélèvement. Très bien, je vous suis, docteur. On y va alors. Il y a une infirmière qui est qualifiée pour le prélèvement du sang. Elle met le garrot pour mettre en relief la veine. Bien sûr, elle doit désinfecter la zone qui est appliquée. Je stresse un petit peu, docteur. Hein? Non, pas du tout. Relaxez-vous. Essayez de respirer convenablement. Donc, je vais regarder. Voilà, donc vous respirez. Voilà, tout doucement. Et voilà, c'est fait. Ça arrive. Très, très bien. C'est impressionnant. C'est la première fois que je donne mon sang. D'accord. Et c'est vrai que c'est un peu impressionnant. On sent rien. Voilà, donc vous êtes là. On a plus peur que mal, mais on sent absolument rien. Voilà. Combien de temps dure le don? 10 à 15 minutes, selon les personnes. Voilà. Vous êtes un super docteur, en tout cas, et super infirmière. J'ai pas du tout eu mal. Merci. Je sens rien et je suis rassuré. Ah ben oui, vous devez l'être. Voilà, on est là. Alors, on se voit dans 10 minutes pour la suite du don. Chers téléspectateurs, un bilan rapide de ce don du sang. En termes de sécurité et de normes, elles sont respectées et sont même draconiennes. La prise en charge du début à la fin a été parfaite et professionnelle puisque j'ai été accompagné par des infirmiers et des médecins tout au long du processus. Pour ma part, je n'ai pas du tout eu mal puisque j'étais rassuré dès le début et je me sens fier et utile puisque j'espère que mon sang, qui pour la première fois a été donné, va servir à quelqu'un et qui pourra l'aider. De mon côté, je vous recommande fortement d'aller donner votre sang puisque ça peut aider des personnes que vous ne connaissez pas ou même des proches. Et je vous invite à aller dans les centres de transfusion puisqu'il manque cruellement de donneurs. Yasmine, je te rends l'antenne et pour ma part, je vais aller reprendre des forces et manger ma collation. Eh bien, bon appétit à Atmen et merci également au directeur du centre de transfusion de Casa, le docteur Kamel Bouisk. Merci, voilà. Cette expérience de don du sang a encouragé auprès notamment des plus jeunes, Monsieur Rachidi. Oui, sensibilisation au sein des établissements, c'est bien. Alors, pour moi, je la placerais après l'hygiène scolaire. Au niveau l'hygiène scolaire et alimentaire, pour moi, doit être des périodes, ou en tout cas des thématiques abordées plus tôt dans la scolarité des élèves. Et le don du sang, moi, je verrais ça effectivement à partir du secondaire pour qu'on sache qu'on est dans un système qui va avoir besoin, parce que c'est la solidarité qui doit primer dans la société pour que c'est accessible à tout le monde, le sang. Tout le monde peut potentiellement en avoir besoin. Alors vous êtes dans le domaine médical, docteur Lorabi. Le sang manque malheureusement parfois. Le sang manque toujours et malheureusement, très souvent, quand il y a des gros accidents ou des grosses catastrophes, c'est là où on se rend compte qu'il y a un besoin urgent et que malheureusement les stocks sont vides et que ce serait bien d'avoir des stocks quand ça se produit. Exactement, et un rappel de l'importance de donner son sang. Allez, on va s'occuper... Oui, pardon, allez-y. Dernière chose, c'est que dans le don du sang, il y a quelque chose d'important pour celui de donneur. Ça booste la prolifération de la moelle épinière. Même pour nous, quand on donne notre sang, c'est une action citoyenne, certes, mais c'est bénéfique même pour nous. Il y a des gens qui pour garder leur bonne santé et pour que le système sanguin se développe, donnent leur sang 4 fois par an.
Donc c'est important aussi de savoir que c'est aussi bénéfique pour nous. Pour la santé, absolument. Merci beaucoup de l'avoir précisé, justement. On va continuer à s'occuper de la santé cette fois-ci, de celle des ados. À tout de suite. Alors, le sommeil des ados, les parents le disent, ça devient assez problématique pendant cette période de la vie, c'est-à-dire qu'ils dorment tard, ils dorment pas bien, ils dorment mal, ils se réveillent très tard, parfois quand ils en ont l'occasion. Bref, on va dire que c'est un petit peu décalé et perturbé. Oui. On va poser la question, enfin, on a posé la question à différents parents, ce qu'ils considèrent comme étant une des causes de mauvais sommeil ou de mauvaise qualité de sommeil, c'est souvent l'utilisation des tablettes et des réseaux sociaux. On les écoute en pleine action et on revient pour en parler. J'ai une petite qui a 3 ans, donc je pense qu'effectivement quand elle sera adolescente, vu qu'elle est déjà accro au téléphone et tout ce qui est tablette, je crois que j'aurai des problèmes avec ça. Déjà moi-même, j'ai du mal à dormir à cause de ça, donc je pense que en fait la solution serait que j'instaure des règles assez strictes par rapport à ça pour pas... pour qu'elle ait un sommeil le plus réparateur possible. Je suis toujours occupé le matin et quand je rentre le soir, je suis en train de regarder des séries, scroller, social media et tout sur mon téléphone. Je dors à 3h du mat et je me réveille à 9h. Je dors mal. Même moi, si j'ai pas mon téléphone, je dors plus vite que quand je l'ai à côté de moi. Et les parents doivent mettre des règles très strictes parce que l'utilisation de la tablette et autre chose, ça doit vraiment être réservé aux gens plus âgés. Mes enfants n'arrivent pas à s'endormir sans la télé et ça crée un réel problème pour moi et pour leur sommeil. Donc c'est télé, réseaux sociaux, tablettes, voilà, perturbateurs du sommeil, chez les ados en particulier. Oui. Mais avant qu'il y ait les tablettes et les réseaux sociaux, oui. Il y a eu des ados aussi qui dormaient mal. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant l'adolescence, docteur ? Grosso modo, avec les modifications physiologiques de l'adolescence, c'est-à-dire où on n'est plus biologiquement des enfants, il y a un raccourcissement du temps de sommeil. Ça, c'est clair et net, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a un retard, ce qu'on appelle un retard de phase. C'est-à-dire que naturellement, l'adolescent va avoir tendance à plutôt se réveiller vers 10-11 heures et se coucher vers 2-3 heures. Ça, ce sont des choses qui sont pas explicables par la biologie, mais je pense que c'est beaucoup plus expliqué par des facteurs éducatifs et psychologiques. Les facteurs psychologiques, l'adolescence, c'est plus de liberté, plus de nouvelles habitudes sociales, que ce soit à travers donc les chats ou les réseaux sociaux, etc. Et donc où finalement la relation avec les amis persiste le soir en rentrant à la maison, même si on est à domicile. Et le facteur éducatif, si vous voulez, c'est une manière d'affirmer sa liberté. C'est une manière de faire valoir. Tout à fait. Je dors quand je veux. De faire valoir un certain accès à une espèce d'autonomie. Ouais. C'est ça l'adolescence, c'est l'individualisation de chacun. Et puis chacun s'affirme davantage, souvent sur un mode oppositionnel, parce que justement, les limites qui vont être tracées par les parents dans le cadre éducatif auront tendance à être testées, repoussées. Et donc, ce sommeil-là devient un enjeu. Voilà, ça devient un enjeu de liberté, un enjeu d'opposition, etc. Mais là où c'est vraiment dommageable, c'est au niveau des conséquences. Parce que alors, le sommeil, on en a parlé à plusieurs reprises, on sait que c'est quelque chose qui est rythmé par la biologie, c'est quelque chose qui permet d'avoir un temps de réparation, c'est-à-dire qu'on se ressource, on refait le plein d'énergie. Mais les ados ont tendance à oublier ça complètement. Ils l'occultent complètement. Je ne sais pas s'ils l'oublient, en tout cas ils l'occultent, ou ils ne veulent pas l'accepter, ou ils veulent faire fi de cette loi, c'est plutôt comme ça que je le dirais, de ce besoin naturel. Et donc, si bien que, un adolescent, en moyenne, on estime qu'il faut des besoins de l'ordre de 8 à 9 heures, donc quand même moins qu'un enfant, mais quand même beaucoup plus qu'un adulte. Et en fait, inexorablement, à cause des rythmes scolaires, on va avoir une dette de sommeil qui va s'installer. Et une dette de sommeil qui va s'installer et qui aura plusieurs répercussions.
tant au niveau comportemental et psychologique, parce que la dette de sommeil va exposer à une irritabilité, à une fatigue chronique, à quelquefois même l'installation de véritables tableaux anxieux ou dépressifs, sachant qu'ils peuvent être préexistants à bas bruit et qui ont formé le lit de ces insomnies. Mais, oui, allez-y, pardon. Pardon, et puis, deuxième chose qu'on oublie, parce que les facteurs psychiques, on s'en souvient, mais très souvent, c'est pourvoyeur de maladies métaboliques, cardiovasculaires, diabète, surpoids, obésité. Mais les ados ont tendance à faire fi justement de tout ça. Ils se disent on est encore très jeune, mais pourquoi on nous parle de problèmes cardiovasculaires et oui, ils sont très jeunes, mais en termes d'accidentologie routière, on voit aussi malheureusement une augmentation des accidents de la voie publique qui sont sous-tendus par un déficit de sommeil et donc des problèmes attentionnels au volant. Et puis bon, pour les ados, c'est plutôt bicyclette et moto. Oui, deux roues, voilà, guidon, volant. Alors, maintenant, vous le dites clairement. Le sommeil chez un ado, ça devient, on va dire, un moyen d'affirmer l'existence. C'est aussi un moyen de pression vis-à-vis des parents, ou un moyen d'existence, ou un moyen de prouver que je suis maître de moi-même, je grandis, je dors comme je veux, quand je veux. Oui. En même temps, on ne peut pas le nier, le sommeil a toute sa place et son rôle dans l'équilibre physiologique et joue un rôle dans le développement, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre en conflit avec notre ado pour qu'il dorme bien? Est-ce qu'il va bien dormir si on entre en conflit avec lui? Ou bien, il faut se dire, finalement, comme toutes les générations sont passées par une crise d'adolescence accompagnée par un mauvais sommeil, eh bien, il fera sa crise d'ado avec ses problèmes de sommeil, il grandira, il oubliera. Je dirais que la crise d'adolescence est quand même génératrice de beaucoup plus de problèmes. Si on peut s'arranger du problème de sommeil, ce sera déjà ça de gagner, d'autant plus que, comme ça impacte les compétences sociales, psychologiques, etc., qui permettent de régler le grand nombre de problématiques psychologiques qu'il y a pendant l'adolescence. Donc ce ne serait quand même pas du luxe de traiter ce problème. Alors, j'aimerais rebondir sur le micro-trottoir pour donner quelques éléments de réponse, parce que en fait, ça commence très jeune, ça commence pendant l'enfance, où il faut une utilisation rationnelle des écrans, parce que je peux vous dire que la dette de sommeil augmente avec le nombre d'écrans, et surtout s'ils sont connectés. Donc les adolescents qui ont un ordinateur dorment tard, les adolescents qui ont un smartphone, tablette, etc., avec connexion Internet, dorment encore plus tard, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut réguler dès l'enfance, parce que tout à l'heure, on a vu l'exemple de la petite de 3 ans qui est accro, soi-disant, à l'écran. Je rappelle que en l'état actuel des connaissances, on préconise justement que les enfants passent le moins de temps possible devant les écrans, et surtout avant 3 ans, c'est absolument pas d'écran. Ça, je veux bien le répéter. Et donc, pour que les enfants que les parents arrivent à se faire entendre des adolescents, il faut qu'il y ait une approche non pas autoritaire, parce que ce que je vous disais, c'est un enjeu d'autorité, mais où, au lieu de parler du sommeil, on va mettre par exemple un couvre-feu numérique. Ça, c'est quelque chose de plus en plus généralisé, qui commence à s'installer, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, au moins la connexion Internet, ça y est, on n'a plus le droit, parce que Internet, c'est quand même un espace public de communication, etc. Somme toute, c'est logique d'avoir un couvre-feu. Une fois qu'on aboutit à ça, dans le cadre d'une discussion avec notre adolescent, petit à petit, le sommeil s'arrange. Bien sûr, à condition qu'il n'y ait pas d'abus d'écran, parce que l'idéal, rappelez-vous les histoires de lumière bleue, même si c'est discutable, mais bon, c'est que globalement, c'est quelque chose qui nous permet... Qui nous maintient artificiellement réveillés, et donc du coup on passe à côté des sensations d'endormissement qui devraient normalement, nous faire nous lever et aller au lit. Il faut être dans une approche, je pense, éducative, mais avec de la participation. Et après, petit à petit, avec de l'information, avec beaucoup de persévérance, c'est quelque chose qui s'installe sur plusieurs mois, on peut arriver à faire comprendre, et ça dépend de la qualité de la relation avec notre adolescent, on peut arriver à lui faire comprendre l'intérêt de bien dormir,
parce que c'est son bien-être qui est en jeu. Alors c'est bien de soulever, malheureusement on n'aura pas le temps de le développer, mais bon, un petit clin d'œil aux parents, vous dites bien, ça dépend de la relation, la qualité de la relation qu'on a avec son ado. Une relation ne se construit pas à l'adolescence, elle se construit depuis le premier jour. Oui. Et voilà, donc relation, communication, etc. On va sur les questions des téléspectateurs et je pense qu'on ne peut en prendre qu'une seule. On va prendre celle de Marwan qui vous demande « Mon enfant n'arrive pas à dormir sans regarder la télé, que dois-je faire ?» Moi, j'y crois pas que les gens n'arrivent pas à dormir sans regarder la télévision. Ça peut être une peur un peu primitive, la peur du noir, etc., auquel cas on a besoin d'avoir un petit fond de lumière pour s'endormir. La plupart du temps, les enfants, en fait, on a du mal à leur imposer le cadre d'arriver à essayer de dormir sans télévision sur plusieurs jours d'affilée, parce que en général, quand on tient ce cadre-là, à ce jour, je n'ai pas rencontré de parents qui étaient en défaut vis-à-vis de leur enfant parce qu'après plusieurs jours, ils ne dormaient toujours pas qu'avec, ou plutôt qu'à l'aide de la télévision. Donc, on arrive à les sevrer de la tétine, on peut les sevrer de la télé quand même. Oui, mais sauf que la télé, surtout si on parle d'un enfant jeune, et c'est ça ce qui est problématique dans l'utilisation abusive des écrans, c'est-à-dire donc surtout chez des enfants jeunes, c'est que finalement, c'est quelque chose qui commence à devenir addictif. Dans quel sens? Dans le sens où c'est générateur de plaisir. Générateur de plaisir, dans le sens aussi où ça peut calmer certaines anxiétés parce qu'on se concentre avec des images, etc. Et c'est le vide dans notre tête. Alors, ça peut expliquer éventuellement pourquoi un enfant aurait absolument besoin de regarder la télévision, mais ça suggérerait à ce moment-là qu'il y a probablement une participation anxieuse à l'insomnie de cet enfant et qu'il convient d'explorer et de traiter éventuellement. Avec un spécialiste. Merci beaucoup, Dr Atmal Lorabi, médecin psychiatre à Casablanca. Merci à tous d'avoir été là. Merci à vous, professeur Nadir Kaderi. Merci également, monsieur Rachdi Zakaria. Et un grand merci à, bien sûr, le centre de transfusion de Casa qui a reçu toute l'équipe avec Atman pour tester une expérience de don de sang. Et un grand merci à toute l'équipe. Et à vous, bien sûr, les téléspectateurs. À très très vite. Au revoir sur Médien TV et sur Médien Radio. À très bientôt.